Mes chers amis, je voudrais commencer par vous faire une confidence. Certains d'entre vous me sifflent. Certains. Ça me fait de la peine. Mais ça ne change pas ma détermination. Vous êtes ma famille. Je resterai dans ma famille et mon action politique se déroulera toujours dans ma famille. Pour moi, et sans doute pour beaucoup d'entre vous, le moment que nous vivons est chargé d'émotions. Je repense à la belle journée du 17 novembre 2002 où gaullistes, libéraux, démocrates chrétiens se sont unis pour donner le coup d'envoi à notre UMP. Il avait fallu de grands efforts pour surmonter les divisions du passé. Il y avait fallu le soutien sans faille de Jacques Chirac, à qui j'adresse, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, mes affectueuses pensées. Il y avait fallu l'engagement de tous nos fondateurs. L'union nous a conduits à de belles victoires. Nous avons aussi connu des échecs douloureux, c'est le lot de toute aventure politique. Mais l'ambition du rassemblement a été la bonne. Elle reste plus nécessaire que jamais. Maintenant, allons de l'avant. Le temps n'est pas à la nostalgie. Je me réjouis de partager avec vous l'enthousiasme d'un nouveau départ, celui des Républicains à qui je souhaite de tout cœur bon vent. Votre mouvement peut compter sur mon concours, ma loyauté et mon ardeur. J'ai aimé l'UMP et j'aimerai les Républicains. Une lourde responsabilité pèse sur nos épaules, celle de remettre la France sur le bon chemin en rassemblant les Français autour d'un projet qui leur donne confiance, confiance en eux-mêmes, confiance dans notre destin commun. Pour réussir, commençons par ne pas nous tromper d'objectif. Il ne s'agit plus seulement de sortir de la crise, comme on le répète depuis des années. Le véritable enjeu désormais, c'est entrer dans le monde nouveau qui se construit autour de nous. Bien sûr, dès 2017, nous devrons engager d'ambitieuses réformes pour redresser notre pays que 3 ans déjà, 5 ans demain, de pouvoirs socialistes auront plongé dans le marasme. Je ne m'attarderai pas sur le constat. Il est connu de vous tous. Malgré une conjoncture européenne et mondiale exceptionnellement favorable, du moins pour l'instant, pétrole bon marché, taux d'intérêt historiquement bas, euro proche de la parité avec le dollar, notre économie reste à la traîne. Le chômage ne diminue pas. Les déficits publics restent supérieurs à l'objectif que nous nous sommes nous-mêmes fixés et dès lors, notre dette continue à s'alourdir et à peser sur le poids des générations qui vont venir. Nous savons bien pourquoi nous échouons. Nos entreprises étouffent dans un carcan fiscal et normatif qui plombe leur compétitivité. Et surtout, elles ont été déboussolées par une politique économique qui a changé de cap tous les 6 mois ou presque, par une inflation désordonnée de textes brouillons, souvent rétroactifs, qui ont miné la confiance. Quel florilège de réformes ratées. Une réforme territoriale qui va alourdir la facture de notre organisation locale et compliquer la vie de nos concitoyens pris entre d'immenses régions sans cohérence humaine, je sais de quoi je parle, et des départements à l'avenir incertain. Et je comprends aussi le désarroi des maires et des élus locaux qui sont privés de moyens d'agir. Une réforme des programmes du collège écrite dans un jargon grotesque, incomprise par tous ceux qui devraient l'appliquer et qui, au nom d'un égalitarisme stérile, va tirer l'ensemble vers le bas. Et une succession de provocations à l'encontre de nos PME, qu'il s'agisse d'un compte pénibilité ingérable ou de commissions régionales syndicales qui viendront bientôt interférer dans un dialogue social qui, en fait, est le plus souvent harmonieux entre les patrons de nos TPE et leurs salariés. Tout cela n'est ni fait ni à faire. Comment dès lors s'étonner que l'attentisme se soit installé chez tous les acteurs de l'économie, investisseurs comme consommateurs? Nous aurons du pain sur la planche pour revenir dans le bon sens. Et nous voyons bien ce qu'il faudra faire.
restaurer la compétitivité de nos entreprises, qui attendent une puissante cure de liberté, mais aussi et surtout l'indication d'un cap clair et stable. Accroître la performance de nos administrations nationales, locales, sociales, pour garantir la qualité du service public en maîtrisant mieux la dépense publique. Réussir la mère des réformes, celle de notre système d'éducation et de formation. Affermir l'État dans ses missions régaliennes, la défense nationale, la sécurité publique, la maîtrise des mouvements de population, le respect de la laïcité. Sur tous ces points, et quelques autres, bien sûr, nous avons fait, et nous ferons, les uns et les autres, des propositions précises et opérationnelles. En 2017, il faudra être prêt à agir. Mais aujourd'hui, avec vous, je voudrais porter le regard un peu plus loin. Au-delà du choc de l'alternance, c'est une espérance qu'il faudra faire naître. On ne remet pas un peuple en mouvement en se contentant de lui annoncer la réforme pour la réforme, ni même en lui promettant du sang, de la sueur et des larmes. Il faut donner un sens aux réformes, une perspective de réussite et de progrès aux efforts demandés. Et pour cela, il faut deux conditions, rassembler et rassembler autour d'un projet qui suscite l'adhésion. On ne fait rien de bon dans la division, ni dans la recherche méthodique du clivage. Certes, parfois, du conflit peuvent naître des solutions nouvelles, mais les conflits dans notre pays ils viennent tout naturellement. Nous sommes grands amateurs de polémiques et d'affrontements. Le rôle d'un dirigeant n'est pas de les susciter ni de les attiser, mais de les apaiser. Notre société a besoin d'apaisement et non pas de revanche. Rassembler donc, mais pourquoi faire? Le rassemblement à lui seul ne suffit pas. Il faut fixer un but, marquer le cap, faire partager le projet qui va mobiliser les volontés. Quand le nouveau patron d'une entreprise en difficulté veut la redresser, il définit le projet autour duquel il va fédérer tous les acteurs, les dirigeants, les actionnaires, les salariés. Il donne de la visibilité, il garantit continuité et cohérence dans les efforts demandés. Et bien de même, toute proportion gardée pour un pays. Il faut montrer le cap. Et je voudrais aujourd'hui proposer aux Françaises et aux Français qui nous écoutent de construire ensemble une nation ambitieuse et heureuse dans son siècle. Pourquoi invoquer la nation? Pourquoi en appeler au sentiment national? Parce que dans la définition que je fais mienne, la nation m'apparaît comme le lien de confiance que nous recherchons, comme le sentiment qui peut le mieux dissiper nos doutes et nous remettre sur le chemin du vivre ensemble dont nous sommes en train de nous écarter. Je perçois souvent dans l'inquiétude formulée ou informulée qui se répand chez concitoyens cette interrogation de nature existentielle, passez-moi le mot. Où allons-nous? Que va devenir notre pays? Quelle France allons-nous laisser à nos enfants? Ressemblera-t-elle à celle que nous avons reçue de nos parents et que nous aimons? Nous ne reprendrons pas à ces questions, que pour ma part je comprends parfaitement, en parlant seulement aux Français de l'allègement des charges fiscales et sociales qui pèsent sur les entreprises, de la simplification du Code du travail, de la bonne réforme territoriale, de la remise à plat de notre fiscalité ou du nécessaire recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Ces réformes sont certes incontournables, mais elles ne réussiront pas si on ne donne pas au projet collectif du pays un supplément d'âme. Or, qu'est-ce qu'une nation? J'aime bien les idées nouvelles, mais j'aime aussi les idées qui résistent au temps. Et c'est à mes yeux le cas de la définition que Renan a donnée de la nation. Une nation est une âme, un principe spirituel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Cette noble conception de la nation est-elle aujourd'hui dépassée? Certains se posent la question. Après tout, la mondialisation a un peu aboli les frontières, aussi bien physiques qu'immatérielles. Elle a créé un village global d'où disparaissent les différences au profit d'une culture universelle et uniforme. Et je constate qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Plus la globalisation avance et plus les hommes et les femmes du XXIe siècle sont à la recherche de leurs racines, de leurs terres, de leur communauté, je crois fermement qu'il ne faut pas opposer ces deux mouvements, l'un et l'autre très profonds. Je crois fermement que nous ne vivrons bien la mondialisation et toutes les chances de découverte, d'échange, de compréhension mutuelle qu'elle nous offre que si, en même temps, nous savons préserver notre âme, ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire aussi une histoire, une culture, une langue, une proximité, bref, tout ce que résume le sentiment d'appartenance à la nation. C'est pourquoi je voudrais proposer aux Françaises et aux Français de construire la nation du nouveau siècle, non pas celle de la nostalgie, mais celle de l'harmonie. Une nation qui entreprend, qui innove, qui prend des risques. La France est un pays d'entrepreneurs et de créateurs. Pour leur ouvrir le champ libre, ne faudrait-il pas revisiter d'une certaine manière le principe de précaution et en tout cas lui adjoindre aussi un principe d'innovation qui est autant de valeur que le précédent? Une nation capable de montrer le chemin de la bonne croissance, la croissance compatible avec la sauvegarde de la planète, c'est-à-dire sobre, économe des ressources rares, fondée non pas sur le gaspillage mais sur le recyclage, accueillante à l'économie du partage, tout entière irriguée par les technologies numériques. Une nation qui donne sa chance à chacun de ses enfants par le renouveau de l'éducation initiale, mais aussi la formation tout au long de la vie. Une nation ouverte sur le monde, bienveillante, non point par faiblesse ou impuissance, mais par choix, qui maîtrise donc les mouvements de population selon ce qu'elle peut accepter, plutôt que de les subir. Une nation unie dans la diversité, qui respecte les différences et garantit à chacun l'exercice de ses libertés individuelles, mais qui veille strictement au respect du principe républicain de laïcité. Une nation qui a de l'ambition, de la fierté, sans arrogance, qui porte à nouveau une vision politique pour l'union de l'Europe et utilise son influence dans le monde pour promouvoir la paix et le développement durable. Une nation forte de ses 2 millions de compatriotes vivant à l'étranger, qui sont les formidables ambassadeurs de notre pays à travers la planète. Une nation présente sur tous les continents, grande puissance maritime grâce à nos outre-mer, que nous devrions mieux associer à notre projet collectif. Bref, une nation qui a confiance et qui fait confiance aux antipodes des nationalismes crispés ou agressifs, comme de la perte des repères. Ah, quelle belle aventure de faire de la France la nation épanouie au tournant du XXIe siècle. Mes amis, nous aimons souvent chanter ensemble la Marseillaise, parce que l'hymne national, malgré la dureté et même la violence de ses termes, nous parle de notre histoire. Aux armes, citoyens, ce n'est évidemment plus un appel belliqueux, c'est le rappel des combats qui nous ont précédés pour conquérir les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut continuer à prononcer ces paroles. De même que nous devons nous rassembler autour de notre drapeau, qui est beau sous l'Arc de Triomphe, mais qui est beau aussi dans la forêt des drapeaux de l'Union européenne, comme dans celle du parvis des Nations unies. Faire de la France une nation d'autant plus bienveillante envers les autres qu'elle est confiante en elle-même, ce sera, j'en suis sûr, un beau projet que nous partagerons. Chers amis, nous vivons ensemble une belle journée, une chaude journée. Maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle campagne. Après les succès que nous avons remportés l'an dernier aux élections municipales, puis cette année aux élections départementales, notre nouvel objectif est clairement désigné: la victoire aux élections régionales de décembre prochain. Je constate avec joie que nous sommes en bon ordre autour de nos dirigeants et de nos candidats. Le président que nous avons élu il y a quelques mois a eu à cœur de respecter les personnes et les sensibilités, de donner à chacun sa place, de faire prévaloir la volonté de rassemblement sur toute autre considération. Je lui en sais gré. Attendez, il arrive. Laissez-moi finir. Bon, mais j'allais ajouter quelque chose de sympathique. Je t'en sais gré et tu peux compter, cher Nicolas, dans cet esprit, sur mon soutien dans la tâche qui est la tienne à la présidence des Républicains.
Et maintenant, mettons-nous en marche, serrons les rangs, faisons bloc, incarnons tous ensemble l'espoir d'une alternative heureuse pour la France. Vive les Républicains, vive la nation française et vive la France! Merci, M. Alain. Merci. Et maintenant, mes chers amis,